Le général Buat, c'est d'abord Edmond Buat. Edmond Buat qui est né en 1868, donc à la fin du Second Empire, et qui est un enfant qui il naît dans l'est de la France. Son père étant tout d'abord, ayant été sous-officier puis agent civil du ministère de la Guerre, il fait sa scolarité à Rennes, dans une famille modeste en définitive, et il réussit son baccalauréat scientifique de façon très passable, avec la mention passable. Il décide à ce moment-là quand même, étant scientifique, de préparer le concours d'entrée à Polytechnique, et son père à ce moment-là fait une demande pour qu'il obtienne une bourse. Et Edmond Buat va réussir à la fois la préparation, le concours d'entrée à Polytechnique en étant boursier complet de l'État, ce qui donne une idée du milieu social dont il est originaire à cette époque. Il sort de Polytechnique moyennement classé, mais il y a une progression. Puis il décide de servir dans l'artillerie, ce qui est normal quand on sort de Polytechnique à l'époque, pour les rares qui entrent dans la carrière, hormis les rares qui entrent dans la carrière civile, on est soit artilleur, soit officier du génie. Et là, sa carrière, progressivement, va aller en se développant de façon assez remarquable, puisque quelques années plus tard, lorsqu'il passe le concours d'entrée à l'école supérieure de guerre, comme on l'appelle à l'époque, il entre major à l'école de guerre, et il en sort deuxième, ce qui est quand même très bien, très bien. Et dans cette période qui va de sa sortie de l'école de guerre à la Première Guerre mondiale, bon, il va servir un peu dans des régiments d'artillerie, où il fait un travail tout à fait ordinaire d'officier d'artillerie, mais il commence à être identifié par la hiérarchie militaire comme étant quelqu'un qui mérite qu'on l'observe, qu'on s'intéresse un peu à lui, et il se retrouve dans des postes d'état-major, après avoir servi dans l'artillerie. Il se retrouve au cabinet du ministre de la guerre Millerand, 1911, puis en 1913, affecté comme professeur d'histoire militaire, de stratégie et de tactique à l'école de guerre. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il a, du baccalauréat jusqu'à la guerre, une progression de carrière qui est en fait remarquable parce qu'en dépit de ses origines modestes et d'un début de carrière intellectuelle moyen, il est en train de monter en flèche à un point tel qu'en 1913, un des généraux membres du Conseil supérieur de la guerre, qui s'appelle Lacroix, peu importe, dit de lui et écrit dans sa notation, en substance, officier brillant qu'il faut suivre pour qu'il aille le plus vite possible, le plus haut possible. C'est quand même intéressant parce qu'il n'est encore que jeune lieutenant-colonel à ce moment. Il est remarqué parce que, tout d'abord, c'est un bel officier. 1,76 m, cheveux châtains, yeux blonds, il présente bien, bon cavalier. Ce n'est pas indispensable, mais ça aide. Il a un esprit très méthodique. C'est un travailleur très organisé, qui a un sens du service remarquable. Donc, qualité physique, qualité intellectuelle, dévouement, sens du service, eh bien, tout ça mis ensemble fait qu'il se fait remarquer, en fait. En restant toujours, et c'est peut-être ce qui joue à ce moment-là en sa faveur, d'une discrétion et d'une absence d'ambition remarquable. On est en 1913, il est professeur d'histoire, donc de stratégie et de tactique militaire à l'école de guerre. Une école de guerre qui est dirigée par le général Bonal, qui est un de ses généraux, et ça entre dans l'esprit de Buat, et c'est en convergence avec ses convictions profondes, qui est un de ses adversaires, en fait. Il y a aussi le colonel Pétain, à ce moment-là, à l'école de guerre, qui est un de ses adversaires de l'offensive à outrance. On présente toujours à l'homme de 1914 ce qui se faisait auparavant à l'école de guerre. Disons que c'est plus compliqué, qu'il y a plusieurs tendances qui s'affrontent, et il y a la tendance que je qualifierais d'intelligente, qui estime et qui a remarqué qu'une mitrailleuse et un canon, quand ça tire des obus avec un tir rapide, eh bien, ça tue beaucoup de monde. Et donc l'offensive à outrance est un concept intellectuel,
intéressant parce que ça fait converger les volontés dans le sens de l'offensive, mais ce n'est pas un concept tactique intelligent parce que attaquer face à des mitrailleuses à outrance, ça fait des dégâts à outrance. En 1914, comme tout officier professeur à l'école de guerre, il a ce qu'on appelle une affectation à la mobilisation. Donc il sait que si la guerre éclate, il doit rejoindre, c'est son affectation, le 3e bureau, c'est-à-dire le bureau qui prépare les opérations du grand quartier général, commandé par Joffre, comme chacun sait. Et il quitte Paris exactement le 6 août 1914 en voiture avec 3 ou 4 autres officiers affectés à Vitry-le-François, qui est la première implantation du grand quartier général. Et là, il le raconte, et c'est tout au début du livre, et l'histoire aurait pu s'arrêter là, en fait. L'histoire aurait pu s'arrêter le 6 août 14, à la 2e page du livre. Il est en train de rouler à toute vitesse dans une automobile. Et il voit d'un seul coup sur le bord de la route un soldat, un territorial, qui leur présente les armes. Très bien, un super papier qui présente les armes, mais qui ne les prévient pas que 300 mètres plus loin, au travers de la route, il a tendu à 1,50 m du sol une chaîne. Donc la voiture arrive à toute vitesse, 50-55 km/h, et la voiture est décapitée à hauteur du capot sur toute sa longueur. Elle se retrouve dans le bas-côté. Heureusement, tous les officiers qui étaient à bord ont eu l'intelligence de se plaquer au sol dans la voiture au moment où la voiture a été décapitée. Une autre voiture part de Paris, les prend et les amène à Vitry-le-François où il est affecté donc au 3e bureau de Joffre pour préparer la bataille. Et il va rester dans un premier temps dans son 3e bureau quelques jours en fait. Pourquoi? Parce que dans cette phase initiale de la guerre qui est très compliquée pour les Français, ça va être une défaite générale pour les Français, on crée de façon sui generis ce qu'on appelle l'armée d'Alsace. Pour aller se battre en Alsace, on met un des rivaux de Joffre pour le poste de général en chef quelques années auparavant, qui est le général Pau, un ancien combattant de la guerre de 1870. Et on crée cette armée d'Alsace et on affecte Buat à la fonction de chef d'état-major de l'armée d'Alsace. Et là, il va avoir des pages très intéressantes sur ce que sont les grandes unités de réserve de l'armée française. Il y a eu pendant toute l'avant-guerre un grand débat en France, en Allemagne, sur l'emploi des unités de réserve. La France a constitué des unités de réserve, mais comme très souvent, elle n'a pas les moyens financiers de faire que ces unités de réserve soient bien entraînées. Donc Buat va le constater dans cet échec que sera aussi la bataille d'Alsace après les 2 libérations et reprises de Mulhouse. Ce sont des soldats qui sont pleins d'allant, pleins d'entrain, mais qui sont encadrés par des officiers de réserve qui n'ont que très peu de formation et qui sont incapables de faire face aux unités allemandes d'actives qu'ils ont face à eux. Donc il va séjourner pendant quelques temps, jusqu'au 26 août exactement, donc à l'armée d'Alsace. Pourquoi jusqu'au 26 août? Parce qu'au 26 août, changement remaniement ministériel dans le cabinet Viviani. Le ministre de la guerre, qui était un ancien militaire d'ailleurs, Missimi, quitte ses fonctions. Il va réintégrer l'armée comme officier de réserve. Bon, il commandera une brigade. Et Buat est appelé par Millerand, nouveau ministre de la guerre, non plus pour être un des officiers de son état-major, mais pour être son chef de cabinet. Et là va commencer pour Buat une expérience assez intéressante et exceptionnelle qui va être celle d'un officier proche de son ministre. Les 2 hommes, au-delà du militaire et du politique, vont devenir de véritables amis, puisqu'ils seront encore en train de déambuler dans les rues de Paris quelques jours avant la mort de Buat en décembre 1923. Et donc les 2 hommes vont s'apprécier pour leurs qualités mutuelles, en fait, et Buat va découvrir au contact de Millerand que, même en temps de guerre, eh bien, la vie politique et le moment venu, la vie parlementaire reprennent, et Buat va présenter Millerand sous un jour
complètement original, assez nouveau pour l'historiographie actuelle, qui est non plus d'un homme soumis au commandant en chef, Joffre, c'est ce qu'écrit Abel Ferry dans ses carnets secrets par exemple, mais d'un homme politique qui a pris la mesure de la guerre qui est en train de se dérouler et qui a compris qu'il doit exister dans cette charnière politico-militaire qui n'est pas organisée par la loi en France, un homme, lui le ministre, qui protège le général commandant en chef, de façon à ce qu'il puisse consacrer tous ses efforts à la conduite des opérations et non pas à la conduite des opérations et à la lutte contre le monde politique, parfois contre le gouvernement, souvent contre les parlementaires. La grande particularité de Buat, si on couvre d'un trait de plume toute la guerre, c'est qu'il va, pendant toute la guerre, occuper à la fois ce qui est banal pour un officier général français, des postes de commandement. Il va commander à plusieurs reprises une brigade d'infanterie, puis une division d'infanterie, puis un corps d'armée, puis une armée. Donc il a une vision complète de la fonction commandement du chef en temps de guerre. Il a une autre vision qui lui est très particulière, mais qui montre bien l'essence polytechnicienne de cet officier, qui est la vision matérielle, avec sa composante économique. Il sera très proche d'Albert Thomas lorsque celui-ci sera ministre en charge du ravitaillement, des munitions, de l'effort de guerre, etc. J'oublie le titre exact du ministère, peu importe. Et il prendra à ce moment-là l'initiative. On est entre la fin de la période Joffre, le début de la période Nivelle, jusqu'au début de la période Pétain comme commandant en chef, de la création d'un organe technique bien particulier qui n'a existé pendant la Première Guerre mondiale dans aucune autre armée au monde, qui est de créer une réserve générale d'artillerie. Quand on parle de la réserve générale d'artillerie, aujourd'hui, à des historiens, ça ne parle pas, en définitive. Si on parle du bombardement stratégique pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit les B-29 américains, les superforteresses, etc. Buat conceptualise le concept de bombardement stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Il n'a pas de bombardier stratégique, on est en 1916, on est en 1917, mais il conçoit la mobilité stratégique grâce au réseau ferré, sur lequel on place des pièces d'artillerie de très gros calibre qui tirent à 20, 30, 40 km, qui envoient des obus qui vont dépasser plusieurs centaines de kilos, et qui, concentrés en un point donné, grâce aux voies ferrées, peuvent obtenir un effet stratégique. Il va connaître à son corps défendant un succès intellectuel lors d'une des plus grandes défaites françaises de la guerre, parce que s'il y a Buat, il y a aussi un grand conservatisme d'état-major, c'est normal, ça. C'est que lorsque affecté à la création de cette réserve générale d'artillerie, sous Nivelle, l'état-major de Nivelle est en train de préparer les grandes offensives du printemps 17, qui vont donner suite à l'échec que l'on sait avec les mutineries et autres. Et Buat est un des rares à leur dire, mais attendez, les gars, le plan n'est pas le plan qu'il faut faire parce que vous n'y mettez pas les moyens en concentration des efforts en artillerie. On lui rit au nez, on connaît la suite, donc passons. Donc il y a ce deuxième aspect. Premier aspect, chef militaire au sens traditionnel. Deuxième, chef militaire qui a compris que la guerre moderne était une guerre technique, industrielle et donc économique. Troisième aspect, lorsqu'il sert au cabinet du ministre ou au quartier général comme aide-major général, major général, puis chef d'état-major de l'armée, quand même, eh bien, il est en permanence à la charnière entre le politique et le militaire. Et là, il y a des pages sur le fonctionnement de cette charnière politico-militaire pendant la guerre, à la fin de la guerre et dans l'après-guerre, qui sont, à mon sens, exceptionnelles. Je prends un exemple. Lorsque Millerand est élu président de la République, donc on est en 1923, Millerand et Buat ont pris une habitude.
c'est de se promener le matin dans Paris avant de rejoindre leurs bureaux respectifs, l'un à l'état-major, l'autre à l'Élysée. On peut s'imaginer aujourd'hui le président de la République, un chef d'état-major des armées, déambuler incognito dans Paris. Et donc c'est intéressant. Et au cours d'une de ces conversations, Millerand lui raconte l'histoire suivante. Lorsqu'il avait quitté le ministère de la Guerre, il était redevenu simple parlementaire, il déambule dans les couloirs du Parlement, de la Chambre, et il dit à Buat, quel a été le moment le plus difficile pour moi de toute la guerre? Il dit, c'est au mois de mai 1917. Et Buat dit, ah oui, pour quelle raison, Monsieur le Président? Il dit, parce qu'au mois de mai 1917, je suis en train de déambuler et je surprends deux députés qui sont en train de converser. Nous sommes en mai 1917 et que disent-ils? Je cite en substance. Les Allemands nous ont vaincus, les offensives Nivelle. Nous allons probablement perdre la guerre. Mais qu'importe, nous aurons la peau du haut commandement. Donc vous voyez, ce qui montre que la France, en définitive, jusqu'à la fin de 1917, n'a pas réussi à organiser ce fonctionnement entre le Parlement, le gouvernement et le grand quartier général, et que Buat est un des hommes qui se trouve sur la plaque tournante ou l'espace d'équilibre qui essaye de faire fonctionner un système que les institutions n'ont pas organisé avant-guerre et qui ne sera réellement fonctionnel qu'en 1918. Il y a quelque chose de passionnant, c'est que les trois quarts de sa Première Guerre mondiale, qu'il ne fait pas au front, et dans lesquels il rend un service à la nation incommensurable, à mon sens, eh bien, il le fait à regret. Ce qu'il aurait aimé faire pendant toute la guerre, c'est commander. La première brigade qu'on lui donne à commander, c'est une brigade de réservistes. Il n'a même pas d'état-major. Il a 2 officiers de réserve, un sous-préfet et un notaire, je crois, si je me souviens, qui lui servent à faire tourner sa brigade. Mais dès qu'il est là, eh bien, il est en permanence sur la ligne de front, il est en permanence en train de parcourir les tranchées de ces hommes, en train de discuter avec ces hommes, et de sa petite brigade jusqu'à la petite période pendant laquelle il commande la 5e armée. Et là, quand on commande une armée pendant la Première Guerre mondiale, on commande presque 2 fois l'armée de terre d'aujourd'hui. Il est à la fois dans son rôle de chef vers le haut, c'est-à-dire obtenir des moyens, obtenir des munitions, s'occuper de sa division, de son corps d'armée, de son armée, mais c'est un homme qui a un souci très grand des hommes qu'il a sous ses ordres. Il a parfois des descriptions dont je vais dire un mot en faisant un petit rappel. Son journal, comme tout journal, il l'a écrit au jour le jour. Il l'a écrit au jour le jour entre le 6 août 1914 et le 23 juillet 1923, 7 jours avant sa mort. Il n'a à aucun moment réécrit. Ce ne sont pas des mémoires. J'en reviens à mes soldats. Lorsqu'il commande sa brigade, il a eu, parce que ce sont des réservistes, des mots avec le général commande la division. Il protège ses hommes contre son chef. C'est son rôle de chef. Et il les voit monter à l'assaut. Et là, il observe, il est là. Et il raconte, quand il prend les notes le soir, quand il les voit monter à l'assaut avec un tel dynamisme, avec une telle volonté, avec un tel ordre dans la manœuvre, qu'il se met à pleurer en fait, d'admiration devant ces hommes qui vont au sacrifice, qui le font en conscience et qui le font presque avec élégance. Et ce qui est intéressant, c'est que son propos, tel qu'il l'écrit, va à contre-courant de beaucoup de choses qui ont été écrites et qui sont tout aussi vraies sur les combattants depuis lors. C'est-à-dire qu'il rééquilibre un certain nombre de points de vue, à mon sens, et il les rééquilibre avec d'autant plus de force que le 30 décembre 1923, il est mort. Donc que toutes les disputes qu'il y a pu y avoir dès l'entre-deux-guerres, après la Deuxième Guerre, il y est totalement étranger. Et ce qu'il raconte, c'est ce qu'il a vécu au quotidien. Et pour en écrire 1500 pages, il n'avait pas le temps de raconter n'importe quoi, en fait. Lorsque la guerre, loin d'être encore terminée, on est en 1918, et jusqu'à ce qu'elle se
suspende le 11 novembre, on ne sait pas quand elle s'arrêtera. La dernière fonction du temps de guerre qu'il a, c'est celle de major général. Donc il est le numéro 2 derrière Pétain, qui est le commandant en chef, major général. Quand il est nommé à cette fonction, il écrit à Pétain en lui disant « Mon général, vous venez de m'envoyer une lettre en me disant que vous me nommiez comme major général. Je pense que je ne peux pas revenir sur un ordre que vous avez écrit et signé, mais sachez que j'obéirai et je ferai tout ce que je peux pour bien servir sous vos ordres, mais que vous me retirez le commandement de mon armée, et vous me retirez mes hommes, donc vous me faites souffrir. » Et il apprend après que ce n'est pas en définitive Pétain qui l'a nommé, mais que c'est une martingale Clémenceau-Foch qui s'est dit « il nous faut quelqu'un qui va faire l'intermédiaire, le point de contact, le rééquilibrage entre Pétain, le tacticien, qui est un chef remarquable au plan tactique, mais qui manque de vision d'ensemble, et Foch, qui a une vision d'ensemble qui est souvent inapplicable sur le terrain. Et on met Buat volontairement entre les deux pour que les deux hommes puissent travailler ensemble, et ça se passe très bien. Lorsque la guerre se termine, il a une première remarque quand il voit les conditions qui sont imposées à l'Allemagne lors de l'armistice. Ce sont des conditions trop dures, ce sont des conditions déshonorantes pour l'Allemagne. Ce qui en dit long pour l'avenir. Que va-t-il devenir? Il est nommé, lorsque la guerre se termine pour de bon, en 1919, après la signature du traité de Versailles, il est nommé chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire que Pétain reste le commandant en chef dit désigné dans le jargon militaire français si la guerre reprend, mais c'est lui qui commande l'armée française. Et tout son travail à partir de ce moment va être de réussir à faire passer une armée qui a, de 1914 à 1918, mobilisé progressivement presque 8 millions d'hommes, du pied de guerre au statut d'une armée de paix. Qu'il faut démobiliser le plus vite possible, parce que la France est exsangue sur le plan humain et sur le plan financier, tout en maintenant une armée susceptible de faire pression sur l'Allemagne pour faire exécuter le traité de Versailles, c'est ce qu'attend le gouvernement, tout en répondant aux attentes des parlementaires qui veulent, eux, que les soldats rentrent chez eux parce que ce sont leurs électeurs. Donc, il a à faire ce travail, tout en sachant que si la guerre est terminée sur le sol français, la France est engagée en Pologne contre les bolcheviks, elle est engagée encore dans les Balkans puisqu'on a un corps d'occupation de Constantinople, elle est engagée au Levant, elle est engagée en Afrique, c'est-à-dire que l'armée française continue, elle est engagée jusqu'en mer Noire où il y a un petit soulèvement de la flotte de la mer Noire. Donc il doit mener à bien toutes ces fonctions, et là il se rend compte que tous les grands chefs militaires avec lesquels il a travaillé et qui sont maintenant progressivement, par tranches successives, en train d'être élevés au maréchalat, qui étaient des grands chefs du temps de guerre, eh bien, c'est plus difficile en temps de paix, parce que les égos en temps de paix explosent davantage qu'en temps de guerre, puisqu'en temps de guerre, la réalité est une opposition aux égos. Donc, il se rend compte, entre autres, et ça c'est pour moi une découverte très intéressante, que dès 1922-23, le Pétain, sous les ordres duquel il a servi pendant la guerre et qui était un bon chef sur le terrain, est incapable de remplir la fonction qu'il va occuper jusqu'à la fin des années 20, celle de cette charnière politico-militaire. À chaque fois qu'il entre en réunion du Conseil supérieur de la guerre, il prend la précaution, parce qu'il a préparé le travail de réorganisation de l'armée, d'aller voir le maréchal Pétain, de lui présenter son projet. Pétain lui dit « tout va bien ». On arrive en réunion du Conseil supérieur de la guerre, tous les maréchaux débarquent, cassent le plan, et Buat se tourne vers Pétain, et Pétain ne bouge pas. En fait. Donc on voit que hommes du temps de paix, hommes du temps de guerre, ce ne sont pas les mêmes. Donc il va avoir, dernière grande mission qu'il va assumer dans cette immédiate après-guerre, c'est l'occupation de la Ruhr, où il faut quand même réintroduire une armée française
sur le pied de guerre, dans une zone où c'est une mission quand même très particulière. On n'est pas en guerre contre l'Allemagne, on occupe la Ruhr, il y a des grèves, il y a des attentats terroristes. Lorsque la France se tourne vers ses alliés, seule la Belgique, du bout des lèvres, suit les Français, mais la Belgique suit et participe à l'occupation avec la France. Tous les autres laissent les Français se débrouiller. Donc il est au milieu de tout cette réorganisation d'une Europe qui n'arrive pas à se reconstruire après la guerre. Et le 23 décembre donc 1923, donc l'occupation de la Ruhr est en train de se terminer, je dirais, positivement pour les Français, à court terme du moins. Bon, il est hospitalisé et les choses se passent mal, et 5 jours plus tard, il est mort. Donc, il a commencé à mettre sur pied l'armée d'après-guerre. Il n'est pas allé au bout de sa mission. La question qu'on est obligé de se poser, parce que même si les historiens n'aiment pas, c'est intellectuellement intéressant, c'est que Buat est en train de construire l'armée d'après-guerre. Sa construction s'arrête net au 1er janvier 1924. On construit notre armée. Et c'est l'armée qui se battra en 40. Alors, quelle armée Buat aurait-il construit s'il était resté aux affaires 5 ans de plus, 6 ans de plus, 10 ans de plus? C'est une autre histoire, mais on peut intellectuellement au moins se poser la question. Pourquoi est-ce que c'est un document exceptionnel et pourquoi est-ce qu'il n'apparaît qu'aujourd'hui? C'est un document exceptionnel parce que très peu de généraux, je pense à Fayolle qui a tenu ses carnets, très peu de généraux de la Grande Guerre ont écrit un journal au sens strict du terme. La grande majorité ont écrit des mémoires rédigées par leurs états-majors dans les années 20, dans les années 30, pour justifier qui Foch, qui Joffre, etc. Bon. Donc c'est un document qui est déjà unique par sa rareté. Pourquoi n'est-il pas sorti avant? Parce que pendant très longtemps, une partie simplement du journal était accessible aux chercheurs dans les archives de l'Institut. Le reste des documents, l'intégralité des documents, étant détenus en main privée par la famille, par les descendants du général Buat. Et lorsque l'idée est née de publier ce journal, j'allais dire ces carnets, eh bien il y avait déjà eu un travail fait par la famille qui était un travail remarquable, qu'il faut signaler, qui avait consisté à reprendre tous ces cahiers manuscrits et à les transcrire sur un clavier, ce qui était déjà un travail exceptionnel. Et lorsque ce travail exceptionnel a été réalisé par la famille, eh bien, il s'est créé une forme de groupe, en fait, avec la famille, un historien pris au hasard, Frédéric Guelton, et un éditeur Perrin, associé à la DMPA, à la Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives du ministère de la Défense, parce que ce genre de projet coûte un peu d'argent également. Et lorsque tous les acteurs de ce projet se sont trouvés réunis, eh bien, je me suis mis au travail, en fait. Et où est